intervention qui va être sur un autre point de vue. Je crois qu'on veut retourner, là, si vous êtes des habitués de Google Maps, on passe de la carotte au continent européen. Donc j'espère que vous n'allez pas vous faire mal dans le passage. C'est pas tout à fait la présentation que Jean-Luc Perrier vous a faite, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle sur la transition. On va voir ça, c'est un modèle qui va contribuer à un débat sur la transition agroécologique. Donc je me présente rapidement, donc Xavier Poux, je travaille dans un cabinet d'études qui s'appelle ASCA et qui pour cette opération, on va dire, sur TIFA, donc 10 Years for Agroecology, il y a le 10 Years qui veut dire on s'engage dans un processus qui a une certaine temporalité. Et là, je suis associé avec l'IDRI, l'Institut pour le développement durable et les relations internationales, avec lequel je suis associé sur ce projet. Et puis, je voudrais citer notre bienfaiteur financier, qui est la FPH, la Fondation pour le progrès de l'homme, sans laquelle il n'y aurait pas cet exercice. Donc, rapidement, je vais faire un petit ziboui comme ça. Voilà. L'origine de TIFA, le point d'entrée, c'est la biodiversité. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vraiment ces constats qui émergent aujourd'hui, mais en fait qui sont présents dans les diagnostics depuis 25 ans que je travaille sur la question. Donc, quelques points clés. Le déclin des insectes qui est associé au déclin des oiseaux. Et en fait, voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, dans un passé récent, enfin encore ça continue, j'avais travaillé, et je continue de travailler sur l'agriculture à haute valeur naturelle. Donc, je me permets de faire de la publicité pour ce concept qui est en fait développé depuis les années 90 sur ce thème précis de la biodiversité, qui vraiment cherche à évaluer les performances des systèmes agricoles sous cet angle-là. Et le concept central, autant la dernière image de Ferme d'Aveny, c'était une carotte, nous, notre première image sur la biodiversité, ce sera une vache qui broute, avec l'idée qu'au centre de toutes les structures et des infrastructures qui font la biodiversité, il y a ce qu'on appelle une végétation semi-naturelle, donc en gros les prairies, les arbres, vous connaissez toutes ces infrastructures agroécologiques. Et si on veut de la biodiversité, il faut qu'il y ait quand même une certaine emprise spatiale, et c'est ce que raconte l'agriculture en valeur naturelle avec ses enjeux d'élevage extensif. Donc, historiquement, une entrée par la biodiversité qui pose cette question de l'extensivité des pratiques, et je vais revenir un petit peu sur ce concept. Et puis, un séminaire à la fin de 2012 qui se pose la question de comment intégrer cette biodiversité dans la politique agricole commune. Et c'est là qu'une autre image apparaît. Alors, c'est toujours pas une carotte, mais c'est des grands champs. Voilà, on tape agroécologie sur Google. Qu'est-ce qui apparaît? Il y a aussi ces images de parcelles cultivées. Et en fait, il y avait une rencontre conceptuelle à faire entre des agronomes qui parlent d'agroécologie avec une entrée que je vais qualifier un peu d'agrocentrée. Ce que j'ai oublié de dire sur l'agriculture de naturelle, c'est que ça part de soucis d'écologues, eux qui se posent la question de conservation. Historiquement, c'était le crabe à bec rouge. Donc, on part du crabe à bec rouge. C'est quoi ces besoins écologiques? Et puis, on constitue finalement un système agraire dans lequel il y a des cultures, il y a de l'élevage, il y a des crottes de chèvres qui n'ont pas été traitées par des vermifuges, donc ça veut dire des tas de trucs. Donc on reconstruit un système agraire, et finalement il y a un espace conceptuel qui manque un petit peu entre des écologues qui rentrent par une obligation de résultat sur « moi je veux du crabe à bec rouge » et voilà le système agraire que je reconstitue, des agronomes qui sont plutôt dans une logique d'offre en disant « je vais améliorer les pratiques », puis on verra bien ce que ça donne sur la biodiversité, mais on ne sait pas trop parce qu'on ne s'intéresse pas tellement à cette question. Et je trouve qu'on n'a pas la culture scientifique pour le faire. Les agronomes, ils vont vous parler je suis agronome de formation, donc je peux le dire. Ils vont vous parler de flux d'azote, etc. Mais dès qu'on commence à parler d'espèces, de papillons, d'oiseaux, de trucs qui sortent un petit peu des auxiliaires, il n'y a plus vraiment de cas de concept. Donc on s'est dit, il faut peut-être essayer d'avoir quelque chose qui essaye d'articuler les deux approches et de se dire, en fait, ce qui se passe au niveau de l'élevage dépend beaucoup de ce qui se passe ici, puisque ça, vous le savez peut-être, les 2/3 de nos surfaces en céréales ou en colza, c'est pour nourrir des vaches, c'est pas pour nourrir des hommes. Donc la question des cultures et de l'élevage se trouve vraiment posée à un niveau macro, et si on rentre par la biodiversité, voilà ce qu'on retrouve. Alors, sur cette base-là,
Je vous fais vivre rapidement sur le parcours à la fois intellectuel, financier, etc., pour construire ça. Mais il y a eu cette volonté de construire un scénario, et je vais revenir là-dessus, autour de l'agroécologie, qui considère des aspects à la fois d'agronomie globale, dans les termes un petit peu que je vous ai présentés, d'économie de sciences politiques, et avec une ouverture sur les politiques publiques. Parce que l'enjeu, c'est de constater, on le voit d'ailleurs, c'est d'actualité sur le plan national sur la biodiversité qui a été présenté. Je ne vais pas vous dire que j'en ai fait une lecture précise, mais sur tout ce que je vous ai présenté auparavant, qui doit expliquer 75%, je vous donne, non, 77,8%, une part significative de l'évolution de la biodiversité au niveau européen. Il n'y aura rien, vous n'avez rien trouvé sur ces questions, par exemple, de culture et d'élevage et d'extensivité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette manière de cadrer les enjeux d'un point de vue technique et agronomique va avoir des conséquences sur les politiques publiques qu'on voudrait mettre à l'agenda. Pour nous, l'agenda de la biodiversité est super mal posé dans ces cadrages, quoi. On peut faire, voilà, il y a une appli là sur reconnaissance des plantes. Je ne dis pas que la reconnaissance des plantes, c'est pas important, mais si on laisse retourner les prairies, on est à côté de la plaque. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. Et puis, donc, il y a un objectif d'identifier, alors je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on entend par agroécologie, on va essayer de le faire, d'identifier les conditions d'une transition agroécologique, de réfléchir à des trajectoires. Alors, vous allez peut-être être frustré parce qu'à ce stade, on n'en est pas encore tout à fait là, mais je vais vous présenter pourquoi une image agronomique que je vais vous présenter pour nous contribue à cette transition. Et pour nous, c'est d'intervenir dans des débats, alors d'autant plus que ces débats, pour nous, ils sont clairement aujourd'hui dominés par un narratif de type productiviste, c'est-à-dire, en clair, quand on parle de biodiversité, on vous dira oui, c'est bien joli votre truc, mais il faut nourrir le monde, il faut augmenter de 70%, etc. Et ce débat, il arrive tout de suite. Il arrive tout de suite et partout. Même quand vous êtes sur le terrain avec un agriculteur, sa vision du monde, c'est il faut produire plus, etc. Et donc, dans ces cas-là, dans ce cadre-là, ça nous semble très très difficile de commencer à amorcer une montée en puissance. Voilà, parce que moi, ce que je constate depuis 25 ans que je travaille sur la question, c'est que des démarches vertueuses, il y en a, que le bio se développe, mais maintenant, qu'en même temps que le bio se développe, les pesticides continuent d'augmenter et les prairies continuent d'être retournées. Donc une somme de démarches vertueuses ne fait pas un cadre global. Et donc, c'est ce qu'on constate. Donc, voilà. Donc on veut proposer à travers cet exercice de prospective un autre récit qui puisse être opposé. Et nous, notre facteur de réussite, c'est quand dans les débats publics, il y aura cette question de oui, mais il faudrait produire plus, qu'on dise ah ben non, peut-être pas, c'est peut-être pas si obligé que ça pour les raisons que je vais vous expliquer en partie sur la diapo suivante. Voilà. Donc, ah oui, alors bon, c'est pas grave, ça je l'ai déjà dit. On passe à la diapo suivante. Alors, le cadrage, j'en ai déjà un petit peu parlé. On a une entrée qui est, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions de durabilité forte ou faible, mais notre cadrage normatif, il est clair. Il est de se dire que souvent la durabilité est présentée comme une espèce de compromis entre des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et puis, si on a un petit peu moins d'environnement et qu'on a un peu plus de social et un peu plus d'économie, c'est pas très grave, on reste dans un développement durable. Nous, notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, on arrive, et notamment sur la biodiversité, à des irréversibilités qui fait que c'est pas comme ça que le problème se pose. Vous avez entendu la formule qui avait été mobilisée dans la dernière campagne présidentielle. On peut négocier avec son banquier, on ne peut pas négocier avec la nature. Et donc, autrement dit, c'est très inspiré de René Passé. Le cadre, la base, ça doit être des conditions environnementales qui doivent être compatibles avec des conditions sociales et économiques, mais il y a un ordre de priorité. Et la biodiversité, tel que je voulais parler, alors on pourra peut-être avoir ce débat par rapport au changement climatique, parce qu'il y a ces deux grands agendas qui sont présents. Nous, on affirme cette question de la biodiversité comme étant centrale. C'est un point de vue normatif qu'on pourra argumenter, qu'on pourra discuter, mais qu'on assume pleinement. Le deuxième cadrage, c'est un niveau d'analyse qui est celui de la Ferme Europe, pour un petit peu les raisons symétriques de ce qui nous a été présenté précédemment, c'est-à-dire que la question, ce sera, OK,
on va multiplier par 1000 le réseau Ferme d'Avenir ou des choses équivalentes. Mais est-ce que ça va nourrir l'Europe ? Le bio, ok, on va le développer, mais on voit bien qu'il y a conceptuellement un frein en disant mais on a peut-être peur d'aller trop loin, parce que si on développe vraiment le bio, on va produire moins. Et je pense qu'en Europe, effectivement, enfin en tout cas les publications qu'on a lues, effectivement le bio produit moins. Il ne faut pas raconter que le bio, à l'échelle, peut-être qu'en permaculture sur des systèmes très particuliers, mais à l'échelle européenne, voilà. Donc il faut avoir un discours qui tienne à cette échelle-là, globale, qui puisse dire quelque chose à l'échelle de cette ferme Europe. Alors, ce faisant, on rentre dans le cadre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet article qui a fait pas mal de bruit dans le monde de l'agronomie, donc Strategies for Feeding the World More Sustainably with Organic Agriculture, et dont la conclusion est de dire on peut envisager une conversion globale du système monde à l'agriculture biologique, mais avec 2 points qui nous semblent très importants. C'est paradoxalement, vous avez des raisonnements qui sont faits à l'échelle mondiale, il n'y en a pas qui sont faits à l'échelle européenne, ce qui nous semble absolument incroyable. On a commencé, on s'est dit on va trouver un scénario qui parle de la transition agroécologique et en agriculture biologique à l'échelle européenne. Ben non, l'IFOAM, qui est l'Institut, n'a pas fait ça, enfin ça n'existe pas. Et cet article, un petit peu de référence, identifie bien qu'on est dans une démarche pionnière d'essayer d'approcher des déclinaisons régionales à ces échelles-là. Donc, à la fois une certaine modestie dans ce que je vais vous présenter, parce qu'on est dans quelque chose qui est en work in progress, qui est en construction. Donc, on s'inscrit bien dans ce débat de conversion d'une agriculture globale vers le bio, et je vais revenir sur l'agroécologie. Donc voilà, merci. Le troisième cadrage qu'on peut avoir, merci. Donc c'est à ce stade le côté à la fois plausible de l'agroécologie, c'est-à-dire que ce que je vais vous présenter en gros, c'est à ce stade les résultats d'un modèle qui essaye de quantifier, qui essaye de répondre à la question si on bascule vers un système entièrement bio et avec des critères de biodiversité, est-ce que ça passe, est-ce que ça boucle à l'échelle européenne? Et ça, avant de commencer, alors je spoil la réponse est oui, mais quand on a fait tourner le modèle, on ne savait vraiment pas, parce que on va voir que c'est une question qui n'est pas facile à instruire. Donc, est-ce que c'est plausible? Et puis, il y a un deuxième enjeu auquel on veut répondre, c'est est-ce que c'est souhaitable? Parce que si on veut engager une transition, il ne suffit pas de dire avec des arguments, mais oui, ça peut le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'on voudra le faire? Ce qui est encore une autre question. Pour nous, je ne vous cache pas que la question de la biodiversité des paysages est un argument dans ce sens, mais il y aura d'autres registres sur lesquels je suis. Et le dernier point de cadrage qui, pour nous, est absolument fondamental, c'est la question du yield gap. Donc, tout le débat autour, oui, vos démarches agroécologiques ou de bio, c'est bien beau, mais vous avez un retard de rendement qu'il faut combler. Et nous, notre approche, c'est de dire, et vous allez voir pourquoi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il ne faut pas chercher à combler cet écart, parce qu'aujourd'hui, on produit trop et mal, et on produit mal parce qu'on produit trop. Et donc, on peut peut-être poser la question différemment, en partant non pas d'une logique d'offre agronomique, mais d'une logique de besoin et de demande, à la fois en termes d'alimentation et en termes d'écosystème. Donc, voilà, je peux vous dire qu'on a présenté ces travaux à un public d'agronomes de l'INRA, et ils ont été soulagés d'une certaine manière qu'on pose les choses comme ça. Pour nous, c'était assez gratifiant, je dois le dire, d'avoir ce retour. Alors, par rapport à cette question du yield gap, en plus, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est la carte qui montre, qui vous rappelle, le message c'est celui-là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une vision où l'Europe doit produire plus pour exporter, etc. La situation actuelle, c'est que l'Europe importe énormément d'aliments. Là, c'est les surfaces qu'on importe d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord pour nourrir notre bétail. Donc, un chiffre à retenir. Aujourd'hui, l'Europe importe en net 30% de sa surface agricole pour produire en Europe. C'est-à-dire que le message, il faut augmenter la production pour nourrir le monde, il faudrait déjà commencer
pour se nourrir nous-mêmes, et de libérer ces surfaces. Vous voyez où elles sont placées. Vous voyez, je dessine une zone par ici qui s'appelle l'Amazonie. C'est pas la peine de vous faire un dessin. Et si on est en termes d'impact de changement climatique, ce qui se passe ici est complètement secondaire par rapport à ce qui se passe ici et ici en Asie du Sud-Est. En clair, c'est bien une question d'agronomie globale dans ce sens-là du terme. Donc, une hypothèse, mais aujourd'hui, par rapport aux enjeux de production, est-ce qu'on peut se passer et comment on peut se passer de ces surfaces qu'on importe? Alors, je ne parle pas du café et du cacao, j'aime trop ça, c'est quand même franchement une autre problématique, mais même c'est quand même une vraie problématique. Donc voilà, les éléments de cadrage de TIFA. Alors, on en vient à la diapo qui suit. Merci. Donc ça, c'est un point de calendrier. Je vais passer vite parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de trop débattre. Mais c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, on en est au stade où la première étape pour nous, pour avoir le droit, d'une certaine manière, un ticket d'accès à un débat, c'était de faire cet exercice de modélisation agronomique et qu'on a fait encore une fois de manière vraiment honnête, je crois pouvoir le dire, en se disant, est-ce que si on s'aperçoit qu'avec nos hypothèses, on ne produit pas assez et qu'il y a un problème structurel qu'on ne pouvait pas exclure d'emblée de production, c'est sûr qu'on aurait changé notre manière d'investir. Donc pour nous, cette première étape de quantification, elle est importante parce que le débat se passe aussi sur ce débat de production quantitative. Donc on en est là. Aujourd'hui, on est dans les dernières phases de peaufinage, donc je ne vous présenterai pas de graphique puisque on veut garder un petit peu à la fois un temps de validation par un groupe d'experts de l'INRA dont je vous ai parlé, et pas seulement d'ailleurs. Et puis, je vous fais déjà de la pub, le 13 septembre, on va faire une présentation officielle de la démarche, donc vous pourrez revenir si ça vous ce sera à Paris. Et puis, la suite du programme, si je puis dire, c'est précisément de traiter, peut-être qu'on reviendra dans un séminaire l'année prochaine, de traiter de ces enjeux de transition proprement dit sur les plans plus sciences sociales. Je vais donner quelques pistes là-dessus, mais voilà, on n'en est pas encore tout à fait là. Vous voulez commencer par le commencement. Alors, j'en viens donc à la suite sur comment on s'y est pris. Alors, on s'y est pris par un exercice de modélisation qui couple assez classiquement mais ce n'est pas systématique, des enjeux de production, des enjeux d'usage des sols, des problématiques de couplage des flux d'azote, c'est un gros volet assez compliqué, et surtout, là ça sort mal, mais aussi une réflexion sur ce qu'on mange et notre diète, puisque c'est un des volets essentiels de l'analyse. Quand je vous parlais de est-ce qu'on produit par rapport à des besoins, mais il faut commencer par qualifier ces besoins. Donc c'est une approche qui articule et qui intègre ces différentes composantes. Alors, dans l'ordre de prendre en charge les choses, donc la première étape, c'est de définir un régime alimentaire durable, donc qui définit ce qu'on va manger, donc globalement moins de protéines d'origine animale. Quand on dit ça, on pense tout de suite à la viande, mais le lait, en fait, c'est pratiquement aussi important que la viande, et la viande est plus un sous-produit du lait que l'inverse, donc voilà. Définir ce régime alimentaire durable. Deuxièmement, d'en déduire un usage des sols en fonction de ce régime alimentaire, avec des hypothèses sur le rendement. Troisième étape, une quantification des flux d'azote. Je ne vais pas vous faire un cours d'agronomie, mais vous savez sans doute que les légumineuses qu'on mange, les lentilles, ou ce que mangent les vaches en termes de prairies, va fixer de l'azote qui peut rentrer dans le système. Donc, hypothèse, est-ce qu'on ne peut avoir que des légumineuses? Alors, ça sera une très bonne nouvelle pour les abeilles, puisque je vous rappelle ou je vous indique que le pollinisateur, ce qui explique un facteur clé, c'est ces légumineuses. Donc, une estimation des bilans, et puis après, on se pose la question, une fois qu'on a fait ça, est-ce que les bilans, est-ce qu'on a assez d'azote pour produire autant qu'on le voulait? Et puis, le dernier point, c'est est-ce qu'éventuellement, il reste de la place pour d'autres usages? Donc, le modèle, il fonctionne comme ça, dans sa logique. Donc pour l'instant, c'est un énorme tableur Excel avec des tas de trucs dans tous les sens. On va essayer de le rendre propre pour qu'il soit diffusable, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Alors, les hypothèses qu'on a testées dans TIFA, elles sont au nombre de 6, enfin on les a formulées en 6. Donc la première, c'est ce que je vous dis, c'est sur les régimes alimentaires. Et finalement, la très bonne nouvelle qu'on a, c'est que
on mange mal, je l'ai un petit peu dit, on mange mal parce qu'on produit trop et qu'on mange trop de produits animaux. Ça, je pense que vous le savez. Donc, si on part sur une hypothèse de réduction de consommation de ces produits animaux, eh bien, l'enjeu, c'est ce que je vous disais, l'enjeu de production, de productivité devient secondaire, et du coup, on peut baisser les contraintes sur les intrants. Donc, des régimes alimentaires, moins de produits animaux, plus de fruits et légumes et de protéines végétales. Alors, par rapport à, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, par rapport à un débat sur l'agroécologie, l'iconographie de la carotte ou du maraîchage est hyper centrale. Et je pense qu'on comprend pourquoi, pour des raisons sociales, etc. Mais en termes d'usage des sols, ce sera l'épaisseur du trait. Multiplier par 3 les surfaces en légumes et en fruits, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Même avec des rendements qui sont faibles, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est vraiment au niveau de la production des protéines, des céréales, des autres cultures, etc. C'est pas... Donc voilà, il faut... Et si on prend l'exemple du Bec et Loing, je crois que derrière le Bec et Loing, il y a 15 hectares, en fait, de production animale pour un transfert de fumier. Donc voilà, il faut avoir ces ordres de grandeur en tête qu'on essaye d'avoir. Donc, deuxième hypothèse, c'est l'arrêt de l'importation de soja et d'huile de palme, pour les raisons que j'ai évoquées, et ça nous semble absolument essentiel. Alors, avec deux effets combinés, c'est l'arrêt de la déforestation importée, et puis le fait d'avoir à produire, comme hypothèse, évidemment, à l'intérieur de l'Europe, tous ces oléoprotéagineux, eh ben, c'est une très bonne nouvelle d'un point de vue agronomique, parce qu'on a besoin pour nos rotations. Hypothèse centrale, l'abandon des pesticides. Alors ça, on a toute une réflexion là-dessus, à la fois en termes de biodiversité, et en fait, parce que pour nous, le débat sur les pesticides n'est pas super bien posé si on le pose uniquement en termes de réduction d'indices de fréquence de traitement, les IFT, si vous avez entendu parler, parce qu'en fait, ces IFT ne sont pas calés par rapport à des exigences de résultats, et en fait, ça prend très très mal en compte les effets cocktails. En fait, aujourd'hui, en matière d'azote, vous pouvez demander à un agronome quelle serait la bonne dose d'azote. Ok, d'un point de vue de la flotte, ça peut se concevoir. Aujourd'hui, quelle est la bonne dose d'azote pour des enjeux de biodiversité ou de santé humaine, de pesticides? Quelle est la bonne dose de pesticides? Ça ne veut rien dire, quoi. On ne sait pas. Donc, une hypothèse qui nous semble une question de principe de précaution, qui est de dire, bien, aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager, avec les hypothèses qu'on a, un abandon des pesticides, qui découle sur une hypothèse, je suis sur les hypothèses, vous vous rendez bien compte, je suis dans une logique de modélisation, qu'est-ce que je mets dans mon modèle? Des hypothèses d'abandon des engrais de synthèse pour deux raisons. La première, c'est que il y a un couple technique entre les pesticides et les engrais de synthèse. Donc, si on retient les pesticides, voilà. Et puis, on n'a pas de référence. De toute manière, aujourd'hui, on n'a pas de référence de système qui n'utilisent pas de pesticides, mais qui utilisent des engrais de synthèse. Aujourd'hui, les références qu'on a, c'est ceux sur l'agriculture biologique, qui n'utilisent ni l'un ni l'autre. Et c'est ces hypothèses-là qu'on prend, les résultats qu'on prend d'une référence centrale qui s'appelle Ponisio, et qui fait une méta-analyse, et qui montre que si on a ça et ça, c'est ce que je vous disais, en Europe, c'est plutôt une baisse des rendements de l'ordre de 20 à 30% suivant les cultures. Cinquième hypothèse hyper importante par rapport à ce que je vous disais sur la biodiversité, c'est le maintien des surfaces en prairies permanentes, qui, pour les raisons que j'ai commencé par là, nous semble être une armature. Alors on voit bien que ça c'est un débat qui va falloir gérer, mais en tout cas, il nous faut des prairies permanentes à la fois pour de la biodiversité et pour une qualité d'alimentation, et notamment sur les oméga 3 qu'on va retrouver dans les prairies. Et conduite de manière extensive pour les raisons de légumineuses, de production de légumineuses. Si vous voulez fertiliser une prairie, eh bien les légumineuses vont disparaître, quoi. Donc voilà. Alors cette question-là, derrière ça va sur l'extensification des élevages de ruminants. On est bien conscient qu'il y a tout ce débat sur la place de la viande, la place des produits animaux, le changement climatique qu'il y a derrière tout ça. Mais si on met en contrebalance des approches ou des scénarios qui sont par exemple sur des approches purement, si je prends vraiment à l'extrême, des scénarios purement végétaux et plus du tout d'animaux, ça pose la question, ok, c'est tout à fait envisageable, et je n'ai rien normativement contre ça, mais je dis, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la biodiversité? Par quoi vous remplacez ces prairies permanentes et comment vous les gérez? Alors, l'extensification est hyper importante parce que ce qu'on veut tester, c'est à surface égale,
moins de production animale. Enfin, je vous rappelle, nos hypothèses, c'est de moins 30 à moins 40% de consommation de produits animaux. Donc, encore une fois, je vais vous présenter juste les conclusions des résultats. Donc, oui, le modèle passe, si on est en termes de modélisation, ça passe. C'est envisageable, à condition de modifier les régimes alimentaires. Et encore une fois, je vous disais, c'est faisable et c'est désirable. Alors, c'est souhaitable d'un certain point de vue. Est-ce que c'est désirable de l'autre? Là, je pense qu'il y a tout un débat sociétal qui se dessine. On a essayé de regarder, je ne l'ai pas fait là, mais on a essayé de regarder finalement ce que donnent les tendances actuelles. Alors, par rapport aux tendances en cours, finalement, les ordres de grandeur de ce qu'on envisage dans notre changement de régime alimentaire est assez comparable à ce qui se passe aujourd'hui. Notre alimentation bouge énormément, c'est-à-dire consommation, j'ai ce chiffre-là en tête, consommation d'huile d'olive en France multipliée par 2 en 20 ans. C'est rien. C'est rien. Là, aujourd'hui, si on continue les tendances qu'on observe en matière de viande, on a une tendance qui nous amène à moins 30% de consommation de viande à l'horizon 2050. C'est la tendance. Donc, par contre, là où on a une rupture qui est extrêmement forte, c'est dans la composition de notre viande. C'est-à-dire que dans TIFA, pour les raisons que je vous exposais, on a besoin de ruminants et de viande rouge qui valorisent l'herbe. Donc, dans TIFA, on mange relativement plus de viande rouge et relativement moins de viande blanche, garder un niveau de protéines animales qui ne soit pas trop élevé, ce qui est quand même clairement en rupture par rapport à d'autres scénarios qui vont promouvoir plutôt l'efficience réelle en termes énergétiques de la viande blanche. Mais la question qu'on va se poser alors, c'est que pour nourrir ces animaux de viande blanche, avec quoi vous les nourrissez? D'où viennent les protéines et d'où vient l'azote, si ce n'est des prairies? Donc on retrouve de toute manière, on va se heurter à cette composante. Donc, ça passe. Ce qui est difficile merci pour ce qui est difficile à passer, je vous dis, c'est l'azote. C'est-à-dire que là, on est sur des hypothèses qui sont extrêmement sensibles. Voilà. Deuxième élément qui nous semble aussi très important, c'est que non seulement par hypothèse, on arrête les imports, et donc là, on a en termes de balance commerciale, je ne sais pas si vous avez une idée de ça en tête, mais l'Europe, en gros, c'est une production-consommation qui est à peu près équilibrée, et suivant les années, on est excédentaire ou on est déficitaire et ce qui fait qu'on est excédentaire ou déficitaire, en fait, c'est la part des imports et le coût du soja par rapport au vin, quoi. En clair, si je résume, voilà, on est juste à l'équilibre. Si on a des hypothèses d'arrêt d'importation de soja ou d'huile de palme, eh bien, on change fondamentalement la structure de la balance commerciale. Et dans nos hypothèses, on peut conserver une part d'export. Alors, on est français, donc on exporte du vin, parce que pour la balance commerciale et en termes, ça coûte pas cher en agroécologie, en fait, si on peut, voilà. Des produits laitiers. Alors, pourquoi on a besoin de produits laitiers? Parce que si on est juste par rapport à nos hypothèses de consommation, on aura moins de vaches que de prairies, donc ça nous embêtait quand même un petit peu de réduire les surfaces en prairies de 20 à 30%, de dire on a un scénario agroécologique qui conduit à une baisse des surfaces de prairies. Tout ça se discute, hein, mais on est transparent. Et puis une capacité d'exportation des céréales, malgré une baisse de rendement qui est quand même significative de 30%. Et pourquoi on a une baisse d'export on maintient une capacité d'export des céréales? Eh bien, c'est parce qu'on baisse la production et la consommation de granivores qui sont les principaux consommateurs de ces céréales. Donc encore une fois, en jouant sur des leviers de consommation, on joue sur des variables structurelles qui sont... Je ne suis pas clair? Non? Parce que ça peut être étonnant de dire qu'on conserve une capacité d'export des céréales alors que les rendements baissent. Mais ce qui est consommé à l'intérieur de l'Europe, qui est aujourd'hui destiné aux granivores, aux porcs et aux volailles, cette baisse est plus importante que la baisse de rendement. Voilà, c'est ça le raisonnement. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, ça je le répète. Alors, sur la question des gaz à effet de serre, on a un premier travail de quantification. Les premiers résultats, c'est que on a, avec cette extensification, des résultats qui sont plus favorables que la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on réduit de mémoire de 30% la production de gaz à effet de serre par rapport à l'existant. C'est pas le top, c'est-à-dire que vous avez d'autres scénarios. Moi, on pourrait tout à fait envisager des scénarios avec engrais de synthèse, avec des prairies qui sont transformées en production de biomasse, etc., qui seront plus efficients d'un point de vue des gaz à effet de serre. TIFA ne cherche pas à être le plus efficient là-dessus, mais je repose la question,
ok pour ces scénarios, si ça c'est la priorité, mais alors qu'est-ce qu'on dit sur la biodiversité? Ce débat à gaz à effet de serre biodiversité nous semble en tout cas clairement à poser. Et le dernier, voilà, c'est ce que je viens de dire. Oui, biodiversité et pesticides. C'est-à-dire que ça nous semble quand même pas rien. Quand on fait des analyses nutritionnelles, on les fait en termes de bilan de protéines, de nutriments, etc. Et puis, ce faisant, on met un petit peu de côté la question des pesticides, de la santé environnementale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un discours qui va vous dire « je remplis bien, j'ai bien les protéines, c'est sain, etc. » mais j'ai besoin de pesticides pour les produire. Et l'impact de ces pesticides sur notre santé et notre alimentation n'est pas pris en compte. Donc là, on essaye de se dire, est-ce qu'on peut se passer à la base, structurellement, des pesticides? Donc voilà, les résultats où on en est. Donc là, on est à la phase, encore une fois, de finalisation d'un rapport technique qui va mettre ça tout à plat, parce que c'est hyper important que ce soit transparent et disponible, et ce sera le cas pour début septembre. Alors, par rapport au thème plus de la journée, parce que là je suis un petit cours d'agro, c'est intéressant, mais c'est pas directement la question de la transition. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un chantier en cours. Par contre, ce qui nous semble, c'est que ce petit exposé agronomique, il nous semble important et nous semble même contribuer à un débat sur la transition, dans le sens où c'est ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que tant qu'il y a un discours quantitatif sur un besoin qui s'imposerait de produire, bien c'est très difficile de même avoir une voix au chapitre crédible sur la transition. On va pouvoir présenter des démarches individuelles, etc. On va pouvoir grappiller quelques trucs. On va être sur des niches, si vous êtes sur les changements de régime socio-technique, mais on ne va pas monter en échec. Donc ça nous semble important de pouvoir dire, alors je dis, il faut être clair, hein, le statut de ce scénario, ce n'est pas un programme en disant, voilà, il y en a qui l'ont fait, puis il suffit de dérouler le truc. Le débat, c'est de dire, voilà, on peut au moins poser, on a le droit, légitimement, la science nous autorise à poser les choses d'une manière un peu différente. Donc, et pour nous, rien que le fait que cette image existe peut participer d'un débat sur la transition. Deuxième point, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, ce qui nous semble, c'est que le thème des pesticides nous semble clairement un déclencheur social, potentiellement sur une transition. C'est-à-dire que là, on le voit très très bien. Moi, je suis frappé par cette montée en puissance des débats. On l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur les perturbateurs endocriniens. Donc, cette hypothèse qui est centrale d'un point de vue technique et agronomique, elle est aussi centrale d'un point de vue social, sous les deux angles de la santé et sous l'angle de la biodiversité. C'est-à-dire que si on prend au sérieux, moi je ne sais pas comment c'est dans votre milieu, mais moi je m'en rends compte dans mon milieu professionnel avec les échanges, les deux publics dont je vous ai parlé, il n'y a plus d'insectes et il n'y a plus d'oiseaux, ça fait vraiment réfléchir. Et donc, si on va au bout du raisonnement et qu'on est sérieux et qu'on dit il n'y a plus d'insectes et il n'y a plus d'oiseaux parce qu'il y a ces pesticides et qu'il y a un usage des pesticides, la question, ce n'est pas les hypothèses de substitution, ce n'est pas de remplacer le glyphosate par autre chose, mais c'est d'avoir, si on prend vraiment cette question au sérieux, il faut la porter, à mon avis, de ce point de vue-là, parce qu'il y a un enjeu qui est... Voilà, je ne vais pas vous faire le débat. Donc, ces pesticides nous semblent absolument centraux. Et les trois petits points débouchent sur ma dernière phrase, par rapport, et ça fait un petit peu écho au débat qui a été dit, c'est-à-dire que moi, je suis un observateur depuis 25 ans, avec mes cheveux qui commencent franchement à grisonner, de ce qui se passe au niveau agricole. Ce que je constate depuis 25 ans, c'est à la fois un foisonnement d'idées. C'est vrai que la formation et la recherche, il se passe plein de trucs. Enfin, vraiment, c'est vraiment super chouette. Et puis tout de suite, c'est bloqué par un niveau supérieur, au niveau syndical, au niveau, si je parle du foncier, voilà, quand on a 10 hectares pour faire un truc, putain, on est content, alors qu'il y en a 2000 qui continuent à être pour l'agrandissement. Donc voilà, les ordres de grandeur, ils n'y sont pas. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je doute, alors ça c'est un point de vue personnel, je doute que le processus de réforme et de transformation petit à petit par l'intérieur donne quelque chose. Il y a tellement de force de résistance et de récupération que, à titre personnel, je suis un peu sceptique. Donc, l'hypothèse qui est faite et qu'on va tester, c'est que, par contre, ces initiatives, elles sont là pour poser, elles sont là pour pouvoir anticiper qu'est-ce qui se passe, un changement qui viendra de l'extérieur, et je pense que ça va être
potentiellement, on le voit sur le débat, on pose la question maintenant d'interdire des pesticides, ce qui était quand même tabou il y a 10 ans. Donc, je ne dis pas que ça va se passer en un an, que ça va se passer, etc. Un autre élément aussi de rupture, c'est sur le budget. On l'a vu sur la PAC. Au bout d'un moment, on commence d'ailleurs à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cet argent, avec quoi il sert. Donc, ça sera, en clair, ce sera Bercy, le ministère de la Santé, le ministère d'écologie peut-être, qui feront pression. Enfin, voilà, c'est notre hypothèse de la transition pour que le ministère de l'Agriculture et le monde agricole arrivent à se réformer. Voilà. Donc ça, c'est une perspective par rapport à la transition, puisque c'était le thème. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai causé. Puis si vous en voulez un petit peu plus, vous avez ici le lien pour en savoir plus et puis pour suivre ce qui viendra. Je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier Poux. Alors, peut-être nous dire un mot de votre équipe, parce que c'est quand même un travail assez colossal, apparemment. Ouais. Donc, vous êtes combien à avoir travaillé sur ce... Pas beaucoup, paradoxalement. Ça donne l'impression quand même d'un énorme travail. Alors, c'est un gros travail sur le long terme. C'est beaucoup de... Alors, on est 2 du côté ASCA. On est 3 du côté INRI, donc ça fait 5 personnes en tout. Et c'est des réunions de travail aussi avec des agronomes, donc qui ont contribué. Mais en fait, je pourrais presque vous le montrer, c'est un énorme classeur Excel. C'est de la prise de chou, mais il n'y a pas de science incroyable de ce point de vue-là, quoi. Oui, donc c'est fondé sur des données scientifiques bien connues. Beaucoup de biblio pour la difficulté, c'est le paramétrage du modèle, quoi. Donc là, par contre, c'est beaucoup d'échanges avec des agronomes. On va poser la question comment on peut paramétrer l'azote. Avec Gilles Billen, qui est une tour plus loin sur l'azote, c'est une ressource à valoriser. D'accord, pour valider les hypothèses de départ que vous intégrez dans votre modèle. Alors, est-ce qu'il y a des... Voilà, je vous passe le micro pour l'enregistrement. Si vous pouvez vous présenter, que je sache, c'est intéressant. Je suis Christian Simon, j'ai plusieurs casquettes dans cette maison. Je suis le responsable du Fab Lab de Sorbonne Université. Malgré le micro, je suis responsable du Fab Lab de Sorbonne Université. D'accord. Et puis, je suis chimiste d'origine. Très bien. Donc, je suis un peu le vilain petit canard, peut-être, dans cette assemblée. Mais il nous faut des vilains petits canards. Je vais vous poser deux ou trois questions. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde à chacune, et puis après, je passe le micro. Ou si je pose les trois d'un coup, comme vous voulez. Ma première question, c'était justement sur le modèle. Ouais. À quelles conditions est-ce qu'on peut y avoir accès pour jouer avec, bidouiller des trucs, essayer de se faire un peu un feeling personnel parce que, en fait, je suis chimiste, mais je réfléchis beaucoup aux questions d'énergie. J'ai fait précédemment un des séminaires consacré à l'énergie. Et une des questions qui se posent, c'est quand même sur les énergies renouvelables. Lorsque on parle des bâtiments à énergie positive, par exemple, et qu'on parle en même temps de densifier la ville, on voit qu'il y a une espèce de contradiction. En ville, des grands bâtiments de grande hauteur qui sont complètement à énergie positive, c'est relativement fragile comme dispositif. Alors que par ailleurs, faire une maison bien isolée et autosuffisante, on sait faire depuis des siècles. Et donc, moi je me pose beaucoup la question de l'étalement urbain en relation avec la question de l'autonomie énergétique. Mais si en même temps on veut libérer des espaces naturels, comment est-ce qu'on conjugue les deux? Donc c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir mettre les mains dans le tableur et puis essayer des trucs et bidouiller avec. Mais vraiment juste pour jouer, pas pour... Si on veut être sérieux, après on verra comment on peut faire. Mais je veux dire... Donc ça c'est la première question. Du coup, la deuxième question, c'est aussi justement sur les espaces, entre guillemets, vraiment naturels. Les vaches au pâturage en montagne, c'est génial, c'est Heidi, c'est super. Mais on voit bien comment ça se passe avec les moutons et les loups. C'est pas parce qu'on va avoir plus de moutons en liberté qu'on revient sur un espace naturel, c'est pas vrai. Donc d'un point de vue biodive, je suis pas absolument convaincu. Je comprends que c'est mieux que ce qu'on fait par ailleurs aujourd'hui, mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment ? Et du coup, ma troisième question, là c'est mon fond de chimiste qui remonte. Tous les pesticides dans le même sac, c'est pas possible. C'est pas comme si... je vais être affreux, s'il vous plaît, me lynchez pas tout de suite. Les néonicotinoïdes, on les a inventés parce qu'ils sont moins pires que les précédents. Donc il y a encore sûrement des marges de progrès. On peut encore faire des choses, on peut sûrement améliorer des trucs. Dire 0 pour tout dans toutes les circonstances,
Mais le bio n'est pas exemple de pesticides. Il y a des pesticides qui sont autorisés en bio. Pourquoi 0,0 ? On peut peut-être essayer d'être un peu plus fin que ça quand même. Par rapport à la question si j'ai bien compris, sur l'étalement urbain, c'est une question... Alors, non, il y avait déjà première question sur le modèle. Alors, sur le modèle, etc., oui, alors ça fait partie des choses qu'on voudrait développer par la suite. Et on en a discuté avec des gens d'INRA. Il y aurait une perspective de le mettre sous R, pour qu'il soit diffusable. Donc ça, c'est pas nos compétences, mais alors par rapport aux équipes, je pense que c'est aussi une manière de répondre à la question. C'est-à-dire que nous, on a commencé par développer un noyau qu'on a mis en débat, etc., et qui semble aujourd'hui, je ne vais pas dire super solide, parce que tout modèle a ses failles, forcément, mais qui semble crédible. En tout cas, il est logique, il est carré, il est défendable. Donc, l'idée, c'est, sur cette base-là, d'avoir après des collaborations pour le développer. Donc, je dirais, dans 1 an ou 2, vous pourrez... Le but, c'est qu'il soit accessible, et c'est une belle perspective, en effet. Alors, pour les questions sur l'usage des sols et le loup et la biodiversité, etc., il faut être clair que j'ai dit qu'on raisonnait à l'échelle de la ferme Europe. Notre cadrage, là, on ne va pas prétendre qu'on peut attraper tous les thèmes. Donc, la question du loup et du pastoralisme, j'ai pas mal bossé dessus. Je vois bien que c'est une question difficile, c'est une question philosophique. Enfin, ça pose vraiment des tas de questions. Pour l'instant, j'ai un petit peu botté en touche en disant non, mais c'est pas à cette échelle-là, c'est pas le bon grain pour attraper ce débat. Je pense que en fait, si on est à l'échelle des questions auxquelles on pose, on est sur un ordre 2, quoi. Clairement, ça changera. Par rapport à ce qu'on traite, ça change pas le modèle. Et par contre, ça me permet de rebondir sur un autre point, c'est que vous avez raison de dire l'élevage en montagne, c'est super, mais ce qu'essaye de voir TIFA, c'est d'essayer de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans les zones plus intensives, et notamment des problématiques d'association culture-élevage à l'échelle de territoire pour que les plaines redeviennent super. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans des... moi, ça m'a vraiment frappé. Je suis allé en Roumanie. Alors, vous allez me dire, c'est un vieux... on est encore sur des trucs super extensifs. Mais quand vous avez des espaces de biodiversité dans des conditions pédoclimatiques qu'aujourd'hui, en France, on a complètement perdu. En clair, vous avez une biodiversité géniale dans des espaces qui pourraient être la Beauce, quoi. Donc, autrement dit, on peut réintroduire... Il n'y a pas que les montagnes qui peuvent être super. Il y a aussi de la plaine qui peut être super. Et ça, je pense que c'est un message à faire passer. Alors, sur les pesticides, je pense que votre point est tout à fait légitime. Ce qu'on essaie de voir, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tester cette hypothèse de 0 pesticide ? Et donc, c'est ce qu'on fait. Après, le débat alors, sur les néonicotinoïdes, là, je pense qu'à minima, il y aura une controverse sur c'est génial, mais sur les insectes, je crois que c'est quand même vraiment pas génial. Alors après, là-dessus, voilà, donc là-dessus, bon. Mais admettons que si cette hypothèse radicale, qui à mon avis est quand même défendable pour plusieurs points de vue, suscite des recherches tout aussi radicales en disant, eh bien, on va bosser sur des pesticides et on va vous démontrer que c'est tout aussi bien, tant mieux. Aujourd'hui, je trouve que quand même la charge de la preuve, le problème, c'est que la charge de la preuve, elle n'est pas équilibrée en matière de biodiversité. La question, c'est par où on commence. Mais je suis d'accord, c'est notre hypothèse, elle nous semble défendable. S'il y en a d'autres, on est preneur. Ouais. Merci. Merci de passer le micro. Bonjour, moi je m'appelle Pauline Mazero, je suis étudiante en master de l'agro ParisTech Master Économie de l'Environnement. Ouais. Et je me posais 2 questions déjà, à la fois au niveau de votre modèle, où donc vous parlez de fermes européennes, et je me demandais à quel point vous affiniez, parce qu'il existe une variété de fermes considérable, à quel point vous affinez ce type de ferme. Ça, c'était ma première question. Et ma seconde, c'est qu'est-ce que vous entendez par socialement souhaitable dans vos dynamiques que vous avez décrites ? Est-ce que ça s'arrête au budget de la PAC et aux pesticides que vous avez évoqués, ou aussi est-ce que vous prenez ça aussi en compte dans le changement de régime alimentaire qui pose aussi problème, notamment en France, où on est par exemple un pays où on mange énormément de fromage, où les gens sont peut-être pas capables prêts à en manger moins, donc est-ce qu'il y a un impact dans tout le long de la chaîne de production ? Voilà, c'est une question. Alors,
Première question sur l'échelle, la ferme Europe. Donc en fait, là, c'est une terminologie qui est un peu couramment employée, c'est-à-dire qu'en effet, ça procède d'une agrégation de toute cette diversité d'exploitation. Et c'est ce que je disais, c'est que c'est une unité d'analyse qui a une importance d'un point de vue politique. C'est-à-dire que concrètement, il y a des tas de décisions sur la PAC ou sur, notamment sur la PAC, mais pas seulement d'ailleurs, sur les politiques commerciales, qui vont se poser la question de, si je raisonne à l'échelle de l'Europe, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est une unité qui est hyper abstraite, vous avez raison, mais qui a des conséquences politiques assez concrètes, si je suis clair. Alors, cette question de la déclinaison, elle reste super importante. Je suis passé vite, mais dans le petit schéma que vous avez fait, il y a bien un enjeu de régionalisation qui va essayer de prendre en compte ces différences. Là, ce qu'on a commencé à faire là-dessus, c'est de regarder... Et là, en termes de moyens humains, il va falloir démultiplier, parce que c'est extrêmement compliqué. Mais c'est de commencer à regarder déjà, est-ce que nos hypothèses de rotation, parce que là, j'ai un assolement général à l'échelle d'Europe, on produit tant de millions d'hectares de blé, tant de millions d'hectares de colza, tant de millions de machins, etc. Et donc, est-ce que ça colle avec des rotations qu'on va retrouver? Est-ce qu'on peut faire coller un assolement avec des... Bon, je suis désolé, c'est encore très agro, mais on s'est posé ces questions. Est-ce qu'on a des modules qui nous permettent de redécomposer de ce global vers le local? La réponse est, on commence à avoir des pistes, mais tant que ce ne sera pas fait, ce ne sera pas fait. Cela dit, si je suis très honnête et très transparent par rapport aux autres modèles qui sont du même ordre, on est incomparablement plus fin que quand la publication de Science sur, et c'est pas une critique, mais si vous voyez les hypothèses agronomiques qui sont faites, mais c'est à la louche, il faut voir ce que ça veut dire. Faut voir ce que ça veut dire par rapport au débat. Alors, et la deuxième, il y avait une autre question. Sur le socialement. Oui, sur le socialement. Alors, nous, dans notre esprit, le socialement souhaitable, il doit absolument sortir, il doit considérer vraiment plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a en effet cet aspect d'alimentation. De toute manière, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, notre objectif, c'est de faire un scénario, un narratif. Et ce qu'on voudrait, j'ai pas non plus parlé, on a commencé par la quantification. Mais pour nous, on voudrait avoir un débouché qui soit aussi vraiment concrètement un scénario, c'est-à-dire un récit, qui puisse raconter des vies d'exploitation, des rapports à des paysages. Pour nous, c'est hyper important de savoir les paysages agricoles, des rapports à l'alimentation, etc. Donc, la réponse au « est-ce que ça va avoir, quel impact social ça peut avoir ?» Il y a deux éléments de réponse, des éléments de quantification, et c'est clair que la question qu'on va avoir à se poser, c'est sur le prix de l'alimentation, qui va sans doute augmenter là-dessus. Cela dit, l'impact d'une augmentation d'un coût de production primaire sur le consommateur final, et c'est pas parce qu'on augmente de 30% un coût de production que l'impact sur le consommateur final est de 30%. Donc il faut vraiment redécomposer là-dessus. Et je pense que ce qu'on va pouvoir viser dans un exercice comme ça ne va pas être une quantification vraiment précise de ce qui se fait, je ne pense pas que ça aurait de sens, mais déjà, on a déjà un petit peu discuté avec des économistes là-dessus d'ailleurs, déjà d'avoir une description à peu près correcte des mécanismes qui sont à l'œuvre dans une chaîne économique, ça serait déjà pas mal. Je ne sais pas si ça répond. Une analyse qualitative avant de quantifier, quoi. Et deuxième aspect, c'est encore une fois de prendre toutes les fonctionnalités sociales et un chiffre qu'on a, 70 milliards, je parle de mémoire, 70 milliards les coûts de l'obésité en Europe. Donc ce n'est pas seulement une question de combien l'alimentation nous coûte plus cher, mais combien elle nous coûte plus cher par rapport à un traitement social. Oui, donc ça reste quand même une analyse assez macro. Oui, tout à fait, à ce stade. Utilisez le micro. Oui, vous y avez... Ma question, c'est quelles sont les différences majeures avec le scénario after? Alors, il y a pas mal de similitudes, mais les différences majeures, elles sont sur deux points. Alors, After 2050, c'est un scénario dont l'intention générale est très proche de celui-là, qui a été développé par Solagro, qui est à l'échelle française. Alors ça, c'est une autre différence. France versus Europe. Ce n'est pas une petite différence, cela dit. Parce que la France, au sein de l'Europe agricole, elle a un rôle essentiel d'exporter des céréales. Je crois que c'est le seul pays exportateur de céréales net. Je crois que l'Allemagne n'exporte pas de céréales. Donc, faire bouger des hypothèses sur la France, ça a des conséquences à l'échelle européenne. Donc, voilà, une différence d'échelle. Et deux différences de cadrage. La première, c'est sur les rendements.
C'est-à-dire que After considère un maintien de production végétale. On m'a posé 3 fois la question, t'es sûr? La réponse c'est oui, j'ai vérifié 3 fois. Donc notre hypothèse de baisse de rendement qu'on a dans TIFA n'est pas celle d'After. Et comment After atteint ce résultat? C'est en produisant de l'azote par la méthanisation. Enfin, d'ailleurs, il y a aussi une consommation d'azote de synthèse, mais beaucoup moins. Et donc, la différence, si vraiment je devais résumer tout ce que je vous ai raconté sur la biodiversité et les espaces de biodiversité, After, dans sa version initiale, a une version où on utilise beaucoup plus d'espace à des fins de production de biomasse, avec un souci d'énergie et de changement climatique. Donc, quand je vous disais le débat biodiversité versus changement climatique, là, il faudra bien qu'on organise quelque chose là-dessus, parce qu'il y a clairement des différences. Alors, c'est vraiment une question de point de vue. Si vous êtes d'un point de vue extérieur, je dirais qu'After et TIFA convergent sur l'essentiel. Si vous entrez dans des débats un peu plus fins, ben on pourra soit s'engueuler, soit se compléter, quoi. Ça répond à la question? Claire Devino, je travaille chez CDC Biodiversité, je suis économiste de l'environnement. Et vous nous avez... Ouais. C'est un micro qu'enregistre, mais qui... ou pas promis, mais vendu une crainte sur l'éventuelle frustration de vos résultats. Moi, je trouve que l'approche, elle est hyper intéressante et hyper originale et donc vraiment intéressante. Enfin, moi, je suis pas du tout frustrée. Enfin, par rapport au titre qui était annoncé, franchement, c'est hyper nouveau. Enfin, donc je trouve ça vraiment bien. Enfin, si on arrive un peu à prouver ces intuitions qu'on peut avoir, c'est excellent. Du coup, bon, la question derrière, si on s'intéresse un peu au levier d'action, justement politique publique, on se dit que c'est surtout en fait de mettre l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. Bon, alors ça ne veut pas dire que c'est facile, mais on a l'impression que c'est un peu du coup le levier principal de votre analyse. Et je ne sais pas si vous avez été plus loin ou si vous confirmez que ce serait vraiment ça en fait. Ah non, le levier d'action politique. Ah non, c'est beaucoup. Je pense que c'est un élément élément essentiel. Justement, le départ, c'est ce fameux régime alimentaire qui se modifie. Ouais. Et en fait, clairement, il est lié à... Ah non, alors je pense qu'il y a déjà des choses d'agenda politique qu'on a vraiment très clairement identifiées. Bon, on ne peut pas tout parler de tout, mais ça a des implications sur le commerce international. C'est-à-dire que donc ça veut dire qu'il faut réussir à intégrer. Alors avec l'IDRI, c'est quelque chose que l'IDRI défendrait beaucoup mieux, mieux que moi encore, mais c'est les intégrations de critères environnementaux et sociaux dans les règles du commerce international, parce qu'aujourd'hui, tout ça, on ne peut pas le faire, donc il y a un chantier là-dessus. Sur la PAC, aujourd'hui, clairement, ça voudrait dire un recouplage des aides sur des paiements pour services environnementaux. Si je vous parle des prairies et de l'élevage, etc. Et je pense que c'est des choses qui peuvent être assez structurelles et qu'on n'a vraiment pas aujourd'hui. Voilà, rien que ces deux. Et puis, alors, vous avez raison de parler sur les aspects... Enfin, je trouve que ça recoupe aussi sur des chantiers de formation et de sensibilisation. Alors, autre chantier aussi qu'on a identifié dans notre wishlist, je n'ai pas spécialement préparé ça, mais c'est toute l'évaluation aussi des procédures d'homologation. Tout le petit débat là qu'on a eu sur les pesticides, il y a quand même des énormes points d'interrogation sur la gouvernance et sur comment on évalue aujourd'hui ces impacts, quoi. Donc ça, c'est des chantiers qui sont de politique publique qui vont beaucoup plus loin que la sensibilisation. Ça répond à la question ? Ouais. Et juste, du coup, une remarque sur la question dont on parlait juste avant sur zéro pesticide. Ouais. On a mené un atelier avec quelques agriculteurs sur un projet avec l'INRA sur l'agroécologie. Et une des expériences qui avait été mise en avant assez intéressante, c'est que la relation, en fait, elle est vraiment pas linéaire entre la baisse d'intrants chimiques et les performances agronomiques. Et qu'en fait... je ne sais pas quelles étaient les conditions, les prérequis, mais que passer un certain seuil, justement de zéro consommation de pesticides, on avait enfin l'écosystème qui pouvait produire ce dont il pouvait être utile pour la performance agronomique. Et donc il fallait passer ce seuil et qu'on n'était pas du tout dans une démarche où il fallait se contenter de réduire. Oui, c'est sûr que je pense que c'est hyper important de... Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une espèce d'image en disant on va réduire... Et ça va aider vers aller vers zéro, c'est ce que vous dites. Et en fait, ça peut peut-être aider pour l'impact écologique, mais... Ouais, puis moi je suis même sceptique là-dessus. Mais... Oui, tout à fait. Alors, vous parliez effectivement de paiement sur services environnementaux, là, l'idée d'une réforme de la PAC qui irait vers ce sens-là. Ouais. On a été sensible à Ferme d'Avenir à un travail qui a été fait
plusieurs cabinets d'études, mais qui se sont regroupés sur la question des services écosystémiques et en l'occurrence la création d'un système de comptabilité en triple capitaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intégré dans votre modèle? C'est quelque chose que vous avez, Alors, c'est-à-dire dont vous avez connaissance? C'est l'idée, en fait, appliquée à la ferme, mais à tout type de ferme, en fait, de ne pas cibler uniquement en termes de capital acquis au niveau économique, mais aussi social et environnemental. Et donc de décliner, en fait, une comptabilité en triple à chaque fois, pas seulement... c'est deux choses qui sont différentes. Économique, mais aussi environnemental et social. Qu'est-ce que ça a comme effet positif sur le social et l'environnement, une ferme en agroécologie? D'accord. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a la question de la comptabilité et il y a la question de l'usage de la comptabilité pour une politique publique, qui sont les paiements pour services écosystémiques, qui sont deux choses différentes. Bon, alors oui, sur la comptabilité... Alors, oui, c'est pas central aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait. Sur la question des paiements pour services écosystémiques, je pense que j'ai intervenu sur ce thème-là dans un autre cadre. En tout cas, il y a une idée qui me semble importante, c'est qu'il y a un petit peu cette idée de je vais essayer de comptabiliser quelle est une performance écologique et combien ça vaut. Bah, typiquement, c'était les rapports de Chevassus. Une prairie, c'est 100 € par hectare, par exemple. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit faire à peu près cet ordre de grandeur. Ou 50, je ne sais plus. La CDC vous dit mieux savoir ça, non? Je crois que ça a été refait ensuite par la CDC, je crois qu'on est plutôt dans les 600. Bon, voilà. 600, admettons, peu importe. L'idée, c'est d'avoir une valeur à l'hectare, et puis du coup, je multiplie cette valeur par un nombre d'hectares, et je paye mon agriculteur là-dessus. Je pense que c'est une idée qui est un petit peu présente. Et nous, c'est pas vraiment une idée une approche qu'on va défendre, puisque l'approche, c'est plutôt de se dire, on a un agriculteur qui a un besoin de revenus, etc., et qui, ce faisant, va avoir besoin de tant d'euros pour vivre. C'est-à-dire, ce qu'on paye, c'est celui qui rend le service et l'agriculteur en l'espèce, et pas la production d'un service. C'est comme si on disait, je dois payer un instit ou un instit en fonction de la valeur que j'estime qu'un élève va avoir en termes de futur d'éducation. C'est pas comme ça que ça se passe. Je dois payer un instit de manière à ce qu'il ait envie de faire ce boulot, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer. Cette question de comptabilité est hyper importante pour l'évaluation d'une performance. Et je pense que cette évaluation, elle est hyper importante. Mais je me refuse de faire le lien direct entre j'ai une comptabilité, par exemple, voilà, c'est cette valeur à l'hectare, et un dispositif de politique publique. J'espère que je ne vais pas poser une question à côté de la plaque, puisque je n'étais pas là pendant votre exposé, désolé. Mais justement, toujours sur cette histoire de paiement pour services écosystémiques, est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que vous disposez d'une métrique correcte qui permette d'évaluer et éventuellement de rétribuer? Alors on est sur un autre débat, hein, là c'est compliqué. Ce que j'aurais tendance à... La réponse est non, mais ce n'est pas super grave, dans le sens où... si je prends, parce que cette question, elle se pose beaucoup dans le cadre de la PAC, aujourd'hui quand même, c'est dans ce cadre-là que ça se pose. Et ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on aurait tellement de marge de manœuvre pour faire évoluer la PAC vers un outil assez imparfait, ou voire très imparfait, mais qui serait tellement mieux que ce qu'on a aujourd'hui. En clair, si on disait « je paye de la prairie en fonction d'un chargement », on pourra s'empoigner sur est-ce que... Si on a ça comme base de travail, on fera déjà tellement mieux que ce qu'il y a aujourd'hui que j'aurai pas la métrique, mais je ferai moins de conneries. Voilà. C'est un petit peu risqué quand même sur le plan écolo, mais je suis d'accord avec... sur le plan écologique, à long terme, c'est pas complètement... alors peut-être qu'on peut avoir un autre truc. C'est mieux que rien, je suis d'accord avec vous. C'est mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. C'était est-ce que, concernant la viabilité économique des exploitations agricoles, donc si j'ai bien compris, pour le moment, c'est très très macro, donc vous n'avez pas pu le voir. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de regarder? Est-ce que ça permettrait de régler un peu ce qui est actuellement un problème? J'ai l'impression, en tout cas, le fait que les agriculteurs ne peuvent pas vivre juste de leur vente et ont besoin des subventions publiques. Alors, là, je vais être un petit peu... Enfin oui, la réponse est oui, on a ça en ligne de mire. Après, la question, c'est celle... en fait, d'un point de vue politique, et de l'économie, on voit bien qu'on va marcher sur deux pieds.
Il y a d'une part la question d'un prix de vente qui va augmenter pour des raisons assez structurelles de production. Maintenant, après, c'est toute la question, qui est d'ailleurs lieu un peu partout dans les débats politiques, c'est est-ce que ça n'est qu'une question de prix de vente, ou alors est-ce qu'il y a quand même une politique publique qui doit être là, par exemple, pour prendre en compte ces questions de services écosystémiques, etc. Donc voilà, la réponse c'est oui, ça fait partie de notre écran radar. Maintenant, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas prendre la Lune. On va pas vous vendre la Lune on va pas prétendre qu'on va faire le truc qui va tout régler. Par contre, c'est vraiment des éléments de cadrage. Vous voyez dans quel cadre on est. Pour nous, le débat est posé de manière tellement décalée aujourd'hui que déjà proposer des éléments qui donnent des grands éléments, des éléments de cadrage qui permettent de repositionner les débats nous semble quelque chose déjà de super utile, quoi. Et donc la finalité, c'est de faire un rapport technique et pas un rapport gouvernemental ou un article scientifique de votre travail actuellement. Alors, sur le côté agronomique, c'est de faire un rapport technique. On aimerait bien faire un article scientifique, parce qu'on constate que ça a quand même pas mal d'impact politique. Sur le reste, on verra. Oui, moi j'ai une question qui revient sur la question du climat et par rapport au problème des ruminants. Je me demandais d'abord faire le bilan entre ce qu'apporte le fait de remettre des espaces naturels qui peuvent être absorbeurs de carbone. Déjà, on peut discuter par rapport à ça, par rapport à, non seulement à l'effet de serre, mais aussi à la contribution au rafraîchissement par l'évapotranspiration. Donc on a plein de mécanismes qui de toute façon doivent être pris en compte aussi. Et puis d'autre part, je me posais la question par rapport aux espèces animales qui pèsent dans ces prairies. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de variété et d'impact de choix d'espèces qui ont été sélectionnées juste pour leur productivité en viande ou en lait et qui sont peut-être plus problématiques que d'autres, voire peut-être remplacer certains ruminants par d'autres espèces susceptibles d'occuper les prairies? On n'est pas obligé de mettre forcément des vaches dans les prairies? Pas des vaches, mais des ruminants, si. Ouais. Je ne sais pas. Si, les ânes, les... Ah oui, mais c'est des ruminants aussi. Ah oui, pardon. Ce ne sont pas des ruminants? Non, d'accord, ok. Oui, pardon. Non, mais voilà. Oui, et donc la question, c'est il peut y avoir d'autres réflexions dans l'entretien finalement du paysage qui n'impose pas forcément le lien avec un élevage de nourriture sur pattes, si j'ose dire. C'est vrai. Bon, alors on n'a pas pris cette hypothèse, mais c'est vrai qu'on pourrait. Cela dit, je ne pense pas que ça va faire le corps du machin. Mais par contre, votre remarque, elle me permet de faire un commentaire sur quelque chose qui nous semble aussi très significatif dans notre approche, c'est les impacts de l'extensification de ces ruminants. Donc vous avez raison sur des termes de race. Mais ça veut dire des rallongements de cycle de production. Et ce qui complique un petit peu les choses d'un point de vue du climat, parce qu'en fait, on ne peut pas faire une équation simple du type je baisse de 30% ma consommation de produits laitiers, ça veut dire j'ai 30% de ruminants en moins. Non, parce que si vous extensifiez, vous avez moins de vaches moins de lait par vache, moins de lait par vache, etc. Et donc la structure, donc en gros, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Mais bon, moi je ne trouve pas que ce soit forcément une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, il faut être clair sur les mécanismes qui sont à l'œuvre là-dessus. On voit bien que la consommation de lait diminue actuellement, là aussi pour des raisons d'évolution du régime alimentaire, c'est très remis en cause, il y a de moins en moins de gens qui sont consommateurs directs, donc finalement si ça devient juste de la production de fromage AOP, bon, c'est pas aussi mal. Ça me fait penser que par rapport à un point que vous souleviez au début de votre présentation, sur est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est acceptable, est-ce que finalement votre scénario est acceptable? Et c'est vrai qu'on est dans un pays de terroir, de fromage, les gens adorent les produits laitiers globalement en France. Donc c'est vrai, est-ce que vous considérez que c'est un débat de société ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est dans l'air du temps, comme le dit Laurence, les gens ont déjà changé leur comportement et que finalement ce scénario va s'imposer un peu de lui-même sans forcément qu'il y ait un déclic. Vous parliez des pesticides comme déclic, comme facteur de déclic, de changement.
Alors, Qu'est-ce s'imposer qui peut faire que lui-même. ça bascule, quoi, en quelque sorte? Alors, enfin bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais sur la part de ce que c'est que la production d'AOP par rapport à la production laitière, c'est peut-être 15%, 20%. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, ce qui disparaît, il faut le dire, c'est toute cette production industrielle. Voilà, exactement. Exactement. Ça, c'est ce qui. Et là, dessus, il y a des marges de manœuvre énormes. Par rapport à la question de l'acceptabilité et la désirabilité, encore une fois, je pense que c'est un peu la même question que tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre explicites des dimensions de désirabilité qui sont importantes. Et il nous semble qu'on essaye de partir d'attentes sociales qui sont quand même clairement exprimées en matière de pesticides, en matière justement de bien-être animal, hein, parce que je ne l'ai pas développé, mais je pense que c'est quand même potentiellement plus favorable à ce genre de choses. Donc on a des critères, on a discuté de ce scénario avec des ONG au niveau européen, avec IPS Food, et c'est vrai notre approche, c'est plus de partir de certaines demandes sociales, qui ne sont pas forcément majoritaires aujourd'hui, c'est clair, et de se dire, voilà, si on prend au sérieux ces attentes sociales, qu'est-ce que ça veut dire sur la production ? On ne cherche pas d'emblée à construire ce compromis. Après, la question de la désirabilité, nous, on essaie d'avoir un truc qui nous semble désirable, mais ce n'est pas à nous de le dire d'une certaine manière. C'est à ces débats. C'est à vous, si je suis clair. Dans votre scénario, vous avez parlé pour les cultures d'un rendement les grandes cultures, notamment d'une baisse de rendement de 20 à 30%. Ouais. Est-ce que vous avez envisagé un scénario où ça se maintiendrait? Parce que 20 à 30%, on peut espérer que les techniques agronomiques en agroécologie vont évoluer et puis permettre de stabiliser les rendements comme ils sont actuels avec des pratiques plus vertueuses. Alors, ça c'est aussi un gros débat. En fait, la réponse c'est qu'il n'y a sans doute pas tant de marge de manœuvre que ça par rapport à l'azote. C'est-à-dire, parce que là, quand même, l'azote va être limitant sur les rendements. Et si vous voulez augmenter les rendements, il va falloir augmenter l'azote. Et si augmenter l'azote, ça veut dire soit on mange plus que des lentilles, et là il va quand même y avoir un petit problème, de toute manière ça va pas très très loin, soit on fait plus de légumineuses pour l'élevage et on est ramené à la case précédente. Donc l'augmentation des rendements, par contre, l'hypothèse qu'on fait, elle est discutable aussi, mais pas plus que d'autres, c'est de dire déjà maintenir les rendements avec des hypothèses de changement climatique, c'est déjà un vrai progrès agronomique en soi. Donc c'est de cette manière-là qu'on l'aborde. Encore une fois, on en a discuté, il n'y a pas de modèle qui soit décidable. En fait. C'est-à-dire que personne ne pourra nous dire vous avez raison, vous avez tort. Voilà. Mais l'azote, c'est une sacrée variable dans le modèle. Quand même. Mais il y aura le phosphore et le carbone, le phosphore d'ailleurs. C'est encore autre chose. J'ai une question complémentaire de ce qu'avait dit mon voisin tout à l'heure sur le revenu des agriculteurs. Ouais. Une des propositions qui est parfois reprise en ce moment, parce que c'est un petit peu aussi ce qui avait été préconisé en Allemagne il y a quelque temps, c'était de faire des agriculteurs des acteurs de la transition énergétique et pas juste agronomique, par l'utilisation de plus de méthanisation, par l'utilisation de plus de photovoltaïque sur les hangars, etc. Or, les hangars, ça n'a a priori pas de lien avec ce que vous avez raconté. En revanche, la méthanisation, je vous ai entendu à un moment dire que ça avait un gros impact sur l'azote. Non? Ou j'ai mal compris? Non, je ne peux pas regarder ça. Non, il n'y a pas une question de... Non, j'ai dit que After 2050 maintenait des rendements élevés via la méthanisation qui va produire de l'azote minéral, donc qui va permettre d'avoir des rendements plus élevés. C'est ça que j'ai dit. Donc ça veut dire que dans After, on a une cible élevée de méthanisation pour pouvoir avoir l'azote. De l'azote minéral, facilement mobilisable. Et donc, dans votre modèle à vous, ça a une influence pas, Alors, pas pris en compte c'est une hypothèse qui n'est pas envisagée pour différentes raisons. C'est qu'on n'a pas besoin d'azote minéral pour les raisons que j'ai dites. Et c'est vrai que par rapport à cette question de la méthanisation, alors, c'est un peu autre chose. Là, on est clairement sur un autre plan que je voudrais expliciter.
Moi, ce que j'ai constaté de ce que j'ai vu, alors vous parlez de l'Allemagne ou de ce que j'ai vu en Lorraine, c'est qu'aujourd'hui, méthanisation et biodiversité et qualité de l'eau, c'est deux voies qui sont complètement orthogonales. Donc, on peut essayer, pour des raisons de capitalisation, pour des raisons d'organisation du travail, etc. Donc, c'est un peu... si on m'amène des éléments d'un modèle technique de méthanisation qui tient la route, etc., je veux bien. Agricole, hein, parce que la méthanisation des déchets urbains, enfin, ça me semble quelque chose de tout à fait souhaitable. Enfin, je pense qu'il faut vraiment séparer les deux. Et là, pour le coup, pour le modèle, c'est intéressant, l'économie circulaire. Donc, je ne suis pas sur un plan technique, je suis plutôt sur un plan technico-économique, si je constate vraiment ce que ça fait. On dit que le modèle allemand de méthanisation est quand même très particulier à mesure où il a favorisé les grandes exploitations. Exactement, mais oui, c'est pour ça que je vois bien que je suis sur un autre plan. Ouais. J'ai quand même une prévention, j'ai un scepticisme, disons, mais là, c'est moi. Oui, sur la question en fait je repose un peu la question de centrale, c'est finalement un modèle qui fait accepter aux gens une diminution en termes de quantification, une diminution de la production globale. Ouais. Donc vous faites, c'est la base finalement de votre modèle. Vous considérez que c'est acceptable, mais est-ce qu'à une échelle plus large que l'Europe, vous parlez de la ferme Europe, mais est-ce qu'à la ferme mondiale, c'est quelque chose qui est envisageable compte tenu de la croissance démographique, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà un peu testé? Oui, tout à fait. On a commencé par ça, je ne l'ai pas dit. Alors, par rapport à la question de l'acceptation des gens, je pense que les gens, aujourd'hui, si on parle des gens, ils ne demandent pas une grosse production agricole. Les gens, ils ne demandent pas d'avoir des montagnes de lait qu'on va vendre, de la poudre de lait qu'on va vendre en Afrique. Ils ne demandent pas d'avoir des pousses. Ils ne demandent pas ça. Hein. À la rigueur, ils demandent de l'emploi dans des usines. Ça, c'est vrai, mais c'est une autre question qui est pas... Et puis, ça me permet aussi de rebondir sur la question du revenu, parce qu'on fait quand même une hypothèse super forte. Ce qui est vrai, c'est une vraie question. C'est est-ce que l'Europe agroécologique, telle qu'on la dessine, est favorable à de l'emploi et du revenu agricole? Je ne sais pas complètement, mais ce que je vois, c'est que l'Europe productiviste aujourd'hui, elle n'est pas favorable ni à l'emploi, ni au revenu agricole, et ça coûte très cher. La seule bonne nouvelle qu'on a, c'est que ça coûte super cher de détruire l'environnement. Si c'était... Voilà, donc peut-être que c'est une variable. Donc voilà, il faut poser des choses, il faut comparer des choses qui sont comparables. Alors, sur la question du côté plus global, j'en ai déjà un petit peu parlé quand même avec ces 30% de SAU qui sont importés. Donc cet impact qui est quand même important. Et sur la contribution de l'Europe à la sécurité alimentaire mondiale, en fait, elle est assez négligeable. Parce que si on reprend la valeur, alors c'est un autre travail de cadrage qu'on a fait, si vous allez sur le site, vous aurez tout. C'est la valeur des exports agroalimentaires, c'est avant tout la vigne et le vin en valeur, donc ça qu'on peut conserver. Dans une moindre mesure des produits laitiers. Alors là, il faut distinguer les produits laitiers de qualité et des sous-produits de l'agriculture, du lait industriel. Mais ce n'est pas vraiment des enjeux de sécurité alimentaire. Hein. Je ne veux pas dire que ça ne joue pas. Et sur les céréales, on avait fait le calcul. Ce que l'Europe exporte en céréales en net, c'est moins de 1% de la production de céréales mondiale. Moins de 1%. Donc autrement dit, c'est hyper marginal. Alors là où ça va avoir un impact, c'est éventuellement en termes de géographie politique par rapport à la Méditerranée. Oui, c'est, je ne sais plus, 6 millions de tonnes, je n'ai plus les chiffres en tête, qu'on exporte vers ces pays méditerranéens, ils sont hyper importants. Mais dire l'Europe est un big player de l'alimentation au niveau mondial, la sécurité alimentaire mondiale, non. Alors en effet, on a vérifié tout ça avant de... Je voulais revenir un peu sur le lien que vous faisiez avec Christophe Delamarre et son exposé. Alors, vous êtes apparu un peu comme, non pas critique, mais disons que c'était un autre plan. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, vous négligez pas les initiatives de ce type-là, mais ça vous apparaît assez pas, si j'ai bien compris, comme un élément moteur de la transformation que vous appelez de vos voeux. Alors, ça suffira pas. Un petit peu, voilà, ça suffira pas. Est-ce que pour autant les initiatives de ce type-là vous apparaissent quand même importantes? Ça me fait penser toujours à la discussion, au éternel débat entre les initiatives individuelles, vous fermez votre robinet d'eau, etc., vous éteignez la lumière, et puis voilà, les grandes actions politiques de transformation. Alors certains disent que finalement les initiatives individuelles ne servent à rien, mais finalement il faut bien
c'est la démarche Colibri, que chacun commence, apporte sa petite goutte d'eau. Alors, comment vous voyez les choses? Alors, par rapport à la question de l'information en particulier, puisque c'est quand même un problème massif. Je l'ai dit, j'ai peut-être... Bon, moi, ce que je pense, c'est que toutes ces démarches d'innovation, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles rendent possible une généralisation. C'est-à-dire, elles disent, aujourd'hui, si on n'avait pas ces... Ben voilà ce que je vous raconte. Si on n'avait pas ces références en matière d'agriculture biologique, à l'échelle du modèle auquel je bosse, mais c'est vrai, ça se décline dans des tas d'autres démarches. Si on n'avait pas ces expériences individuelles qui montrent que ça peut marcher à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'organisation sociale, des marchés, etc. J'évoque aussi un autre travail qu'on a fait dans TIFA sur des études de cas. On essaie justement de montrer qu'il y a des systèmes qui marchent à des échelles. Ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Vendre en Lozère ou vendre à Mimizan, c'est pas la même chose. Donc il faut que... Bon bref. Avoir des études de cas qu'on peut bien positionner en disant « ça fonctionne », c'est hyper important. La chose que je dis, c'est que ces seules démarches individuelles, à elles seules, elles se heurtent à un verrouillage socio-technique qui existe et qui est super actif, et qui ferait que dès qu'elles vont monter en puissance, soit elles seront récupérées, c'est quand même le risque de Carrefour, je le maintiens, donc on joue un peu avec le feu, quoi. Il faut être super vigilant là-dessus, soit elles sont carrément mises sous le boisseau et complètement détournées. Donc, elles ne sont pas inutiles, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Christophe Delamarre, un commentaire peut-être? Oui, je rejoins complètement votre conclusion, et d'ailleurs c'est pour ça que le volet influence de cette association est aussi fort. Et c'est pas pour rien qu'effectivement le fondateur de Ferme d'Avenir, parce que moi je suis qu'une petite cheville ouvrière, on va dire, de ce système-là, mais le fondateur de Ferme d'Avenir, Maxime de Rostolan, passe beaucoup plus de temps en lobbying que sur des questions de calibrage ou d'organisation pédagogique, on va dire, parce qu'il a bien saisi que c'est là que ça jouait. Et s'il a participé aux États généraux de l'alimentation, c'était pour pouvoir y peser, et tout en se rendant compte de l'impact de moustiques que ça avait. Qu'en réalité, tout était déjà ficelé, et que les ordres de grandeur étaient pas les mêmes que ceux, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Donc effectivement, ça a cet effet qui peut paraître parfois un peu préjudiciable justement à l'initiative individuelle, parce qu'on se dit finalement à quoi ça sert, quoi. Mais je pense quand même que votre conclusion était plutôt positive et optimiste, en disant que ça sert d'éclairage, peut-être. Ça sert en fait de focal, en disant là il se passe des choses, c'est pas une vue de l'esprit, ça sort pas d'un laboratoire. Il y a des gens qui font ça et qui nous ont pas attendus pour le faire, et nous on le met en lumière et on le modélise, et ça crée là d'un coup une autre, ça positionne sur une autre dimension. Et j'aime bien effectivement cette idée de Ferme Europe, et j'aime bien aussi cette idée de narration. C'est-à-dire que les gens ont besoin, on a tous besoin qu'on nous raconte des histoires, et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne finalement. Donc cette idée de storytelling, ou je ne sais pas quel modèle peut aboutir in fine, je pense que c'est comme ça qu'on peut progressivement modifier les consciences. Et Pierre Rabhi, puisqu'on parlait de Colibri, Pierre Rabhi insiste depuis le début, sur le fait que c'est un chemin de conscience, en fait, plus que tout pratiquement, et que c'est le changement intérieur qui fera que chacun d'entre nous participera à quelque chose de plus souhaitable pour nous, et pour nous surtout, parce que pour la planète c'est une chose, mais je pense que c'est plutôt nous qui sommes en danger, qui sommes fragiles dans ce système. Enfin nous et les autres animaux qui sont avec nous, quoi. Voilà. Moi, je résume souvent ce débat en disant: il y a toujours le penser global, agir local, mais je pense qu'il faut la réciproque. C'est-à-dire qu'il faut penser local et se dire quelles sont les conditions globales pour que ce penser local. Donc on a besoin des deux allers-retours, quoi. C'est comme ça que j'essaie de résumer les choses. TIFA, c'est sert de ça. On est vraiment parti de constats super concrets, et on se dit à chaque fois on se heurte. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Voilà.